Le matin, quand je me réveille, j'allume le chauffage central, peut-être pour une demi-heure ou une heure, juste pour réchauffer toute la maison. Parce que nous avons trop peur d'utiliser l'énergie. C'est tellement cher, le gaz et l'électricité. Mes factures combinées ensemble, je paye le gaz et l'électricité en même temps. Et ça vous prend presque 100 livres par mois. C'est beaucoup d'argent, vous savez. À Doncaster, les nuits d'hiver sont glaciales. Myriam a 74 ans. Ancienne patronne de café, elle est tombée malade, faute d'avoir les moyens de se chauffer. Plus il fait froid, plus cela devient difficile de respirer. On attrape des infections. Parfois, on n'arrive même pas à sortir du lit parce qu'on ne peut pas marcher tellement on respire mal. Donc l'idéal, ce serait d'avoir un environnement plus chaud. La meilleure chose à faire, c'est d'essayer de faire sans et de tenir le coup. Certes, quelque part, je sacrifie ma santé. Mais que voulez-vous que je fasse? Il y a un vieux monsieur qui vivait en bas de la rue. On ne l'avait pas vu depuis un mois. La police a enfoncé la porte et l'a trouvé mort. Ils ont dit qu'il est mort parce qu'il faisait trop froid. Demandez-leur, aux gars du gaz et de l'électricité, comment ils justifient le fait qu'ils gagnent des milliards, alors que des gens qui, eux, ont besoin de chauffage, sont contraints de s'en passer. Ils meurent, c'est tout. Ils meurent parce qu'ils ont trop froid. À la fin de l'hiver, Myriam a été retrouvée sans vie dans son appartement de la banlieue de Doncaster. Victime à son tour du mal qu'elle dénonçait. Depuis 15 ans, au cœur de l'Europe, le froid a recommencé à tuer. Myriam fait partie de ce que les Anglais appellent les extra winter deaths, les morts supplémentaires de l'hiver, ceux qui n'auraient pas dû mourir. En 2015, ils étaient plus de 40 000. Ce mal qu'on croyait oublié, les spécialistes l'appellent la précarité énergétique. En clair, l'impossibilité par manque de moyens de se chauffer correctement. Un mal qui touche au moins un Européen sur 10. Partout en Europe, la facture d'électricité a enflé. Un rapport publié par Eurostat constate qu'en 8 ans, le prix de l'électricité en Europe a augmenté de 42%, contre 16% pour les États-Unis sur la même période. En Espagne, 28% de la population, près d'un Espagnol sur 3, est désormais considérée comme en danger de précarité énergétique. Ici, on dit que les gens ont froid, qu'ils souffrent, qu'ils peuvent même mourir. 5 millions de familles sont touchées en Italie, 7 millions en Allemagne. La majorité des dépenses des ménages sont consacrées au chauffage et à la mobilité. Et la France, elle, détient un triste record. C'est 8 millions de Français qui annoncent avoir des difficultés pour payer leur facture d'électricité. Aujourd'hui, on compte les victimes par milliers. Comment, en partant d'une belle idée, libéraliser l'énergie, a-t-on bercé toute l'Europe de promesses? On allait libéraliser l'énergie. L'électricité serait forcément moins chère, l'énergie plus verte. Les 27 pays de l'Union marcheraient main dans la main vers le futur, dans un marché commun et transparent. 20 ans après, quels sont les résultats? Quelque chose a changé, radicalement. Pour
Pour comprendre ce changement, il faut revenir quelques années en arrière, au moment où l'Union européenne décide de libéraliser le marché de l'énergie. La grande théorie sur la libéralisation du marché de l'énergie, c'est de faire baisser les prix. En créant de la concurrence entre les différentes compagnies, les prix baissent. Le consommateur et les entreprises y gagnent. Mais ça, c'est la théorie. La vérité, c'est que cet argument a servi les intérêts des grandes entreprises. La référence en matière de libéralisme à l'époque, c'était la Grande-Bretagne, dont on disait « ils ont libéralisé, vous avez vu, les prix ont baissé ». Sous l'ère de Margaret Thatcher, le Royaume-Uni se lance dès 1979 dans un vaste programme de privatisation. En 1981, British Telecom perd son monopole. Et dans les années qui suivent, le Royaume-Uni privatise ses compagnies de gaz, d'électricité et de chemin de fer. À vrai dire, je pensais que Mme Thatcher ne connaissait pas grand-chose à l'électricité. Elle considérait que les entreprises privées étaient forcément meilleures que les entreprises publiques. Elle voulait surtout vendre les entreprises publiques. Mais pas seulement. Il fallait aussi les vendre aussi cher que possible pour faire entrer de l'argent frais dans les caisses de l'État et permettre une réduction des impôts, ce qui est une très bonne manière de gagner des élections. Sur le modèle britannique, les autres pays de la communauté européenne entament eux aussi des programmes de privatisation. Et c'est Sir Leon Brittan, l'homme qui réalisa les privatisations anglaises, qui devient commissaire à la concurrence de 1989 à 1993. Sous son mandat, les pays membres discutent de l'ouverture du marché de l'énergie. Au Parlement, on résiste bien un peu, mais la Grande-Bretagne menace plusieurs fois de claquer la porte. Madam President, this occasion is a pleasure and a privilege. Je ne crois pas que le gouvernement britannique a dû beaucoup insister. C'était comme enfoncer une porte ouverte. Après tout, la Commission européenne voulait avoir la main mise sur le marché de l'électricité et décider sans les gouvernements nationaux ni les entreprises publiques. Et puis c'était surtout cette idée selon laquelle la loi de l'offre et de la demande régissait tout. C'est-à-dire qu'il suffisait que nous mettions ça dans sur le marché pour que l'investisseur investisse parce qu'il y aurait du marché et que le producteur achète tant que c'était pas trop cher et que ça réglerait le problème entre les deux. C'était ça le dogme. C'est encore aujourd'hui à Bruxelles le dogme libéral qui prévaut. En 1996, la directive européenne sur l'ouverture du marché de l'électricité marque la victoire du camp libéral. L'Angleterre, l'un des derniers entrants de la communauté européenne, a réussi à imposer sa doctrine libérale. Mais ce modèle de libéralisme est-il vraiment favorable aux consommateurs ? Au Royaume-Uni, le nombre de banques alimentaires a littéralement explosé. Plus d'1 million d'Anglais y ont désormais régulièrement recours. Avant, on venait ici récupérer un repas, un colis, et on repartait. Désormais, ceux qui poussent la porte restent, le temps d'un café, pour profiter de la chaleur des radiateurs. Alors, qu'est-ce que tu fais pour rester au chaud, Jill? J'ai une bouilloire pour garder la chaleur. Et une bonne couverture autour des pieds, parce qu'ils sont gelés. Et puis mon thé. Je bois mon thé. Ça me réchauffe, ça. Est-ce que tu es forcé de choisir entre manger et te chauffer? Oui, bien sûr. Ça te fait quoi de devoir faire ce genre de choix? J'en pleure. Mais pourquoi tu pleures? Parce que j'ai froid et que je n'arrive pas à me réchauffer. Je n'arrive pas à chauffer mon corps. Tu as froid en permanence? Froid. Il fait toujours froid.
Le vrai problème en ce moment, c'est que sur les 50 personnes que je vois chaque jour au centre, au moins la moitié vient parce qu'ils sont dans une réelle pauvreté. Ils nous racontent qu'ils vivent dans des maisons froides, sans argent pour le gaz et l'électricité, sans argent pour se nourrir. Il y a 10 ans, je ne voyais pas autant de familles me dire qu'elles ne pouvaient pas se payer le gaz et l'électricité. Leur problème, c'était plutôt comment payer l'entretien de la voiture ou comment partir en vacances. Là, ils ne peuvent plus se permettre l'essentiel, pouvoir se chauffer. En 10 ans, le nombre de précaires énergétiques a doublé au Royaume-Uni. Heat or eat est devenu un leitmotiv politique. Chauffer ou se nourrir, telle est la question. Le lien entre le prix du secteur de l'énergie et la précarité énergétique est évident. Le gouvernement estime qu'à chaque fois que le prix de l'électricité augmente de 10%, un demi-million de personnes se retrouvent en situation de précarité énergétique. Si autant d'Anglais sombrent quand la facture augmente, c'est aussi parce que le Royaume-Uni détient le record européen des logements les plus mal isolés. Les pauvres énergétiques n'ont pas l'argent pour investir dans une bonne isolation, une chaudière neuve ou des ampoules à basse consommation. Si vous êtes pauvre, vous n'avez plus d'argent à la fin du mois. Vous n'avez pas d'épargne. Ces dépenses sont impossibles à supporter. Résultat, ceux qui étaient déjà sur la brèche sont maintenant totalement sous l'eau. La politique menée par le gouvernement actuel est une politique qui génère la pauvreté. Ce qui est intéressant, c'est de réécouter certaines des affirmations faites au nom du libéralisme par Mme Thatcher, puis par Tony Blair. La libéralisation des marchés, tels que celui de l'énergie, et ce n'est pas le seul, n'a pas entraîné l'efficacité que les gens attendaient. Quand on interroge les gens pour savoir s'ils aimeraient que les compagnies ferroviaires soient renationalisées, que l'énergie soit renationalisée, eh bien l'idée est très populaire. Donc les gens savent intuitivement qu'ils se sont fait escroquer, qu'ils ont été volés. La libéralisation a fait voler en éclats le pacte d'un État garant d'une énergie sûre et pas chère. Elle intervient à un moment où l'électricité partout en Europe est encore synonyme d'énergie fossile gérée par les nations. Il y a du charbon en Allemagne et en Pologne, du gaz naturel au Royaume-Uni, en Bulgarie et en Italie, un peu de pétrole au Portugal, en Grèce et en Irlande, et 2 fervents partisans d'une énergie non fossile, le nucléaire, la France et la Suède. Ce que les tenants de la libéralisation ne pouvaient pas prévoir, c'est qu'au moment même où l'Europe se prépare à ouvrir son marché de l'énergie, le monde prend brutalement conscience d'un autre phénomène majeur, le réchauffement climatique. En 1997, à Kyoto, 184 pays signent un protocole par lequel ils s'engagent à réduire leurs gaz à effet de serre. Donc, baisser l'utilisation des énergies fossiles. L'ère de la transition énergétique commence. Parmi les pays européens, l'Allemagne va intégrer la libéralisation d'une façon inattendue. En effet, l'arrivée de la libéralisation coïncide précisément avec la loi sur la transition énergétique allemande, le passage aux énergies vertes, l'Energiewende. En 2000, le chancelier Gerhard Schröder annonce la sortie du nucléaire et la fermeture progressive des 19 centrales allemandes à l'horizon 2022. En moins de 15 ans, l'Allemagne réussit le tour de force de faire passer les énergies renouvelables de 4 à 28% de la production nationale d'électricité. Aujourd'hui, grâce à la loi sur les énergies renouvelables, des millions de personnes produisent de l'électricité. Les propriétaires de maisons ont leur installation sur leur toit, des sociétés coopératives alimentent leurs propres villages et les services municipaux de l'eau, du gaz et de l'électricité ont joué aussi un rôle important. En réalité, c'est cette loi qui a été la véritable loi de la libéralisation. Si on part du principe que la libéralisation traduit une volonté de créer de nouveaux acteurs dans le secteur de l'énergie. L'Allemagne décroche le titre de championne d'Europe de la transition énergétique.
Mais cette révolution s'est accompagnée d'un dommage collatéral que personne en Allemagne n'avait vu venir. En supprimant le nucléaire, il ne reste plus qu'une ressource à l'Allemagne. De nombreuses centrales nucléaires ont été remplacées par des centrales à charbon, ce qui a entraîné une augmentation des émissions de gaz carbonique. D'où le paradoxe allemand aujourd'hui. D'un côté, on veut lutter contre le réchauffement climatique, favoriser les renouvelables, et de l'autre côté, les émissions de gaz augmentent. Derrière ces nuages qui s'échappent des centrales électriques, derrière ces gigantesques pelleteuses qui alimentent nuit et jour les foyers en charbon, se cache un triste record pour l'Allemagne. Première nation polluante d'Europe, avec 912 millions de tonnes de dioxyde de carbone rejetées dans l'atmosphère. Cette immense forêt de Rhénanie sera bientôt totalement engloutie par les machines qui creusent la terre à raison de 10 mètres par jour. Depuis 5 ans, des militants écologistes viennent régulièrement jusqu'à cette mine à ciel ouvert de Garzweiler évaluer la progression de la plus grande exploitation de lignite d'Europe. C'est violent, hein? Les pelleteuses sont vraiment proches. Elles étaient aussi proches avant, seulement il y avait la forêt au milieu. On voyait le trou à travers les arbres. Pourquoi tu dis ça? La pelleteuse n'était pas au même endroit. Si, on pouvait déjà la voir. Mais depuis, elle a avancé de plusieurs dizaines de mètres. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus un arbre qui tienne debout. L'imprévu retour au charbon détruit une forêt millénaire, mais il a aussi un impact direct sur la santé des Allemands. Cette centrale électrique a été construite dans les années 70 et depuis, presque 40 millions de tonnes de CO2 sont émises dans l'air chaque année. C'est la centrale électrique la plus nuisible pour le climat de toute l'Allemagne et la deuxième à l'échelle européenne. Ces nuages blancs, ce ne sont pas que de la vapeur d'eau pure. Ils contiennent aussi du mercure, du plomb, du cadmium et naturellement des particules fines. L'université de Stuttgart a récemment examiné 422 centrales à charbon en Europe. Ses conclusions sont formelles. Le nombre de particules fines rejetées en Allemagne est jusqu'à 5 fois plus élevé que partout ailleurs en Europe. Et pourrait être responsable de plus de 33 000 années d'espérance vie perdue, soit d'après les experts de Stuttgart, l'équivalent de plus de 4 000 décès par an. Les autorités de la Ruhr n'ont jamais reconnu l'existence de cette pollution. Je m'appelle Lars Zimmer. J'habite à Immerath, près de Düsseldorf. Cette maison, c'est mon chez-moi. J'ai commencé à la construire en 2000. J'y ai consacré 1 an et demi de ma vie et beaucoup de sueur. C'était mon rêve, construire ma propre maison dans ce village, chez moi. Le problème, c'est que nous nous trouvons ici sur du lignite qui doit être extrait. Du coup, le village et ses environs vont être rasés et ma maison détruite. Quand ma génération n'existera plus, et la suivante non plus, des lieux comme celui-ci seront oubliés. C'est d'ailleurs sur cela que les entreprises s'appuient. Tout cela tombera dans l'oubli. Ce processus d'effacement est déjà activement en cours. Ça m'étonne toujours. À 20 km de là, personne n'a conscience de ce qui se passe ici, chez nous. Ils ne savent rien. Ça ne les intéresse pas parce que les médias gardent ça secret. C'est un choix de RWE, délibéré et malin, il faut bien le reconnaître. Très malin.
Pour céder leur terrain à de grands exploitants de charbon et de lignite, 40 000 personnes ont déjà dû être déplacées contre leur volonté. Rien que pour l'exploitation de Garzweiler, une quinzaine de villages sont promis à la destruction et 7 600 personnes sont dans l'attente d'être relogées. Ce matin, j'ai eu peur, parce que j'ai entendu des bruits de démolition juste devant la porte de ma maison. Ça m'a fichu vraiment la trouille. À ce moment-là, j'ai réalisé, Lars, il se passe quelque chose ici, quelque chose de moche. La fin approche. Je pense qu'on veut me rendre la vie aussi difficile que possible. Je suis l'un des derniers ici. Non, je suis le dernier. Et on veut probablement me pousser à partir. C'est mon interprétation. Je suis très triste. La tristesse se transforme en colère. La colère en impuissance, en désespoir, en perte de repères. Mais bon, le destin individuel n'intéresse personne. Le destin de milliers de personnes touchées par l'exil n'intéresse personne. Pourquoi? L'argent. L'argent. Le capitalisme. Pour le BDI, l'équivalent du MEDEF français, impossible de se passer du charbon, surtout dans un contexte de libéralisation du marché. Si on ferme des centrales à charbon en Allemagne, la conséquence immédiate sera que nous produirons moins d'électricité sur notre territoire et que nous devrons donc l'importer. D'après nos calculs, on constate que près de 2/3 de l'électricité proviendra de pays frontaliers, comme la Pologne, les Pays-Bas et la République tchèque, où l'électricité est produite grâce aux centrales à charbon nationales. Les représentants de l'industrie et une partie de la classe politique répètent à l'envi que la libéralisation n'est pas responsable de la hausse des prix de l'électricité. Le principal facteur de cette hausse serait la passion des Allemands pour les renouvelables, qui a poussé le pays à subventionner les énergies vertes à hauteur de presque 200 milliards d'euros depuis 15 ans. L'arrivée des énergies renouvelables fait effectivement gonfler le prix de l'électricité. La part de taxes et impôts de l'État a fortement augmenté en Allemagne et ça a bien sûr des conséquences sur le prix de l'électricité pour le consommateur. Du côté des partisans des renouvelables, cette dent de l'industrie contre la révolution verte se raconte presque comme une histoire d'amoureux éconduit. Dès qu'Angela Merkel succède à Gerhard Schröder à la chancellerie en 2005, les géants de l'industrie allemand lancent une contre-offensive à la transition énergétique. La chancelière multiplie les visites auprès des grands énergéticiens. Et dans un premier temps, elle se laisse même séduire. Au début de son premier mandat, la chancelière Angela Merkel prend la décision d'allonger la durée de fonctionnement des centrales nucléaires. D'abord parce que c'était au programme de son parti, la CDU, mais aussi parce qu'il y avait à cette époque une campagne électorale en Allemagne, notamment dans le Bade-Württemberg. Les entreprises énergéticiennes qui souhaitaient la prolongation des centrales se sont finalement imposées. Tout change en mars 2011. Das Restrisiko der Kernenergie habe ich vor Fukushima akzeptiert, weil ich überzeugt war, dass es in einem Hochtechnologieland mit hohen Sicherheitsstandards nach menschlichem Ermessen nicht eintritt. Jetzt ist es eingetreten. So unmissverständlich stelle ich heute vor diesem Haus fest, Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. C'est la fin de la lune de miel. Le volte-face d'Angela Merkel met un terme à un demi-siècle de nucléaire et va déclencher une guerre des tranchées sur le marché de l'énergie allemand entre partisans du charbon et défenseurs des renouvelables.
Les dommages sanitaires et écologiques ne sont payés ni par les consommateurs, ni par les groupes qui produisent le charbon. L'Office allemand pour l'environnement a calculé que les coûts des dommages engendrés par les émissions de CO2 s'élèveraient à 80 € la tonne. Voilà un coût qu'il faudrait faire payer aux responsables. Il y a 10 ans déjà, E.ON, RBE et Vattenfall ont confirmé leur volonté de construire de nouvelles centrales thermiques au charbon. Alors que la transition énergétique avait pourtant été décidée et les débats sur la lutte contre le réchauffement climatique étaient en cours. Ils les ont planifiées et construites et maintenant ils se retrouvent avec des centrales au charbon sur un marché de l'électricité bondé d'énergie renouvelable. En vérité, ils n'ont plus de demande pour leur électricité produite au charbon. L'Energiewende a déclenché une polémique en Allemagne qui semble ne jamais devoir se tarir. Et les énergéticiens tentent désespérément de sauver leurs investissements dans l'exploitation du charbon. Mais pourquoi l'avènement des renouvelables constitue-t-il une menace pour les énergies traditionnelles? Les énergies renouvelables, elles ne fournissent de l'électricité que de façon intermittente. Donc quand vous n'avez pas de soleil ou quand vous n'avez pas de vent, les énergies renouvelables ne vous fournissent pas d'électricité. Et pendant ce temps-là, eh bien, il faut avoir d'autres moyens de production de l'électricité qui puissent entrer en fonction. Ils n'entreront en production que s'ils sont rentables. Depuis 2003, toutes les énergies produites en Europe peuvent se vendre sur un marché où une règle prime, les énergies les moins polluantes doivent être achetées en priorité. L'électricité produite grâce aux technologies renouvelables va donc être la première vendue. Ensuite, par ordre de pollution décroissante, les autres énergies, nucléaires ou fossiles, charbon et gaz. Au début, cette règle ne dérangeait pas les géants de l'énergie. Mais plus les renouvelables se sont développés, plus leur volume proposé a augmenté et plus la vente des énergies traditionnelles a reculé. Ça, c'est un problème pour tous les producteurs d'électricité, que ce soit le producteur d'électricité nucléaire ou le producteur d'électricité à partir du gaz. Plus les énergies renouvelables se développent, plus la rentabilité des autres producteurs d'électricité baisse. Chez un autre voisin européen, l'Espagne, cette simple règle mathématique a bouleversé la destinée de la transition énergétique et la vie de milliers de citoyens. ¿Quién dijo que el sol solo sirve para dar luz? En 2006, le gouvernement de Zapatero, à grand renfort de spots publicitaires, donne le départ de la plus grande campagne de soutien aux énergies solaires jamais lancée en Europe. La libéralisation européenne bat son plein, chaque pays défend son modèle et l'Espagne, elle, compte bien devenir le champion européen du solaire. El Plan de Energías Renovables, diseñado y aprobado por el Gobierno en 2005, tiene como objetivo básico que en el año 2010 el 12% de la energía consumida en España provenga de fuentes renovables. Le gouvernement promet et garantit de racheter l'énergie verte à un prix encourageant. Avec enthousiasme, les Espagnols investissent aussitôt dans des milliers de panneaux photovoltaïques. Les habitants de la ville de Lorca ont eux aussi cru à cette révolution verte. Pour financer ces panneaux, chacun des investisseurs de Lorca a déboursé 90 000 €. Chaque installation appartient à un propriétaire individuel. Chaque panneau est relié à un compteur qui est à notre nom. Iberdrola vient relever le compteur et te paye sur la base du relevé. Si tu as généré 1000 kWh, il te paye 1000 kWh. Nous produisons chacun à peu près 20 000 kWh par an, c'est ça? Donc tous les mois ou tous les 2 mois, ils viennent et ils nous payent. El 21 y 7.
C'est celui-là, le mien. En 2009, coup de théâtre. Le gouvernement révise à la baisse les tarifs de rachat. Pire, il annonce que sa décision est rétroactive. Contraints de rembourser le trop perçu de 5 années d'investissement, 400 000 Espagnols sont instantanément ruinés. Un cas unique en Europe. C'était un rêve, ça s'est transformé en cauchemar. Tous les mois, on est inquiet. On guette nos comptes et on se bat pour remettre au pot. Car évidemment, si on est en déficit, la banque peut nous prendre nos maisons, nos patrimoines. Je me souviens parfaitement du jour où ce spot est passé à la télé espagnole. Il disait « Investissez dans l'avenir, achetez du solaire, gouvernement espagnol ». Alors, ces panneaux, ça va? Tout va bien. J'en ai vu qui sont tournés dans un sens et certains dans l'autre. Ça veut dire qu'ils sont en train de s'aligner. La réalité, c'est que nous sommes tous ruinés. Et le pire, c'est que c'est notre propre gouvernement qui nous a ruinés. Il a fait appel à nous pour ce business. On croyait qu'on allait contribuer à la protection de l'environnement, que ça allait être bon pour notre avenir. Et puis on s'est rendu compte que c'était un piège. On a été escroqués, clairement escroqués. On a hypothéqué nos maisons, mis notre patrimoine en garantie. Qui aurait pensé? Qui de nous aurait pu imaginer que l'État, que notre gouvernement, que l'État espagnol allait tromper et escroquer ses citoyens? Pourquoi le gouvernement espagnol a-t-il décidé de faire marche arrière sur le financement du solaire? En Espagne, la production d'un mégawattheure d'électricité, qui est l'unité de référence, coûte 50 € en moyenne. Or, le système précédent de primes garantissait aux producteurs d'énergie éolienne non pas 50 €, mais plutôt 90 € par mégawattheure. La différence de 40 € entre le coût moyen et la prime était à la charge du consommateur. Le système de primes au développement des énergies renouvelables mis en place s'est révélé financièrement intenable. Selon le ministre de l'Industrie, les renouvelables seraient le premier facteur de l'augmentation de la facture des Espagnols, qui compte parmi les plus chers d'Europe. Jorge Fabra est l'ancien directeur des réseaux électriques d'Espagne. Selon lui, la polémique anti-renouvelable n'a tout simplement pas lieu d'être. Je peux affirmer haut et fort que le coût élevé de l'énergie électrique en Espagne n'est pas dû aux renouvelables, mais bien aux énergies nucléaires et hydrauliques, qui pourtant génèrent des marges de l'ordre de 200 à 700% par rapport au coût opérationnel à l'origine. Les énergéticiens, ils ont déjà récupéré les investissements grâce à l'application de prix très élevés qu'ils ont eux-mêmes fixés, et aussi grâce à la mise en place entre 1997 et 2005 par le gouvernement d'une aide pour la transition à la concurrence. Cette aide pour la transition à la concurrence de 12 milliards d'euros est une subvention versée par l'État espagnol aux géants de l'énergie pour préparer l'ouverture du marché à la concurrence. 15 ans après cette ouverture, il apparaît que sur les 12 milliards de subventions initialement versées, seuls 8 milliards et demi ont été effectivement dépensés pour préparer les entreprises à la concurrence. Mais cette fois, le ministère de l'Industrie espagnol n'a pas réclamé le remboursement des 3 milliards et demi restants, alléguant qu'il y avait prescription. Le gouvernement espagnol a pris cette décision en pensant à l'intérêt général. Veiller à l'intérêt général, vraiment?
En Espagne, les relations entre la classe politique et les dirigeants des sociétés électriques sont étroites, très étroites. Felipe González quitte le gouvernement en 1996. En 2011, il est nommé conseiller spécial chez Gas Natural pour un salaire de 126 500 € par an. José María Aznar, son successeur, a lui décroché un contrat à 200 000 € auprès de Endesa. Endesa s'est également offert les services du président de la Commission socialiste pour l'économie, Miguel Rocas. L'ex-ministre Elena Salgado conseille Chilectra Endesa, la filiale d'Endesa au Chili. À chaque changement de gouvernement, il est courant de voir des politiques sortants nommés directement au sein des sociétés électriques. On appelle ce phénomène les portes coulissantes. Les 5 ou 10 géants électriques espagnols ont toujours eu un terrain de chasse restreint. Soudain, les technologies renouvelables ont provoqué une avalanche d'investissements. De petits outsiders ont envahi un marché que les entreprises considéraient comme le leur. Ce sont les barbares qui débarquent dans l'Empire romain. Comme les 400 000 autres investisseurs espagnols, l'avocat Miguel Ángel Martínez, qui a investi dans le solaire, a été ruiné. Depuis, lui aussi n'a de cesse de dénoncer ce volte-face sur le solaire qui a tué dans l'œuf le développement des renouvelables en Espagne. Le lobby des industries électriques en Espagne est très puissant, plus dur et plus fort que dans le reste de l'Europe. La preuve, en Allemagne, ils n'ont pas réussi à infliger aux citoyens et aux entreprises ce qu'ils ont fait ici. Ils ont essayé en Grèce, en Italie et en France, bien sûr. En tout cas, c'est l'information dont je dispose en tant que président. Là-bas aussi, les industriels ont conseillé au gouvernement d'imposer des mesures rétroactives. En vain. Ici, ils ont réussi à 100%. Ils sont parvenus à ruiner tous ceux qui ont cru en la sécurité juridique de l'État espagnol. À Bruxelles, depuis la libéralisation, l'expression « marché commun de l'électricité » est devenue le maître mot. Notre devoir, c'est de convaincre nos partenaires Ce qui ne sera pas fait aujourd'hui coûtera beaucoup plus cher demain. Il faut s'unir, absolument, car l'Europe est le plus grand importateur d'énergie du monde. Pour remédier à cette dépendance avérée, en 2008, l'Union se fixe des objectifs ambitieux en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20%, augmentation de la part des renouvelables de 20% et réduction de la consommation d'énergie de 20% d'ici 2020. C'est ce qu'on appelle le paquet 20-20-20. Il faut souligner à quel point il est crucial pour l'Union européenne de lutter de manière collective contre le changement climatique. Ce premier paquet imaginé pour 2020 était trop faible. En même temps, c'était fondamental d'avoir un premier signal pour dire « il est urgent d'agir ». 7 ans après cette décision historique, qu'en est-il? Au mois de septembre 2014, le syndicat des grands électriciens européens, Eurelectric, a planté sa tente juste devant le Parlement. Une opération de communication très particulière à 2 semaines de la nomination des nouveaux commissaires européens. L'événement est tellement important que Johannes Thyssen, le tout-puissant patron du géant électrique allemand E.ON, a fait le déplacement en personne. Quel est le discours dominant que les grands électriciens souhaitent faire passer auprès des députés et membres de la Commission? D'abord, la préoccupation d'une Europe dépendante au bord du blackout. Mesdames et messieurs, et chers membres du Parlement, nous n'avons pas la chance d'avoir du pétrole et du gaz en abondance. Nous n'avons pas la chance, comme les pays arabes, d'avoir des réserves illimitées de carburants fossiles. Un discours alarmiste sur une possible pénurie d'énergie, avec toujours en toile de fond
l'idée que les énergies renouvelables sont responsables du déséquilibre des comptes des grands énergéticiens et de l'explosion de la facture des consommateurs. Dans de nombreux pays européens, il y a eu des politiques très encourageantes pour les renouvelables, mais aussi très coûteuses. L'impact sur les factures a été très fort et c'est sans doute une erreur à ne plus commettre. La part que nous, grands énergéticiens, récupérons sur la facture est très limitée, bien en dessous des 50% actuellement. Elle soutient nos coûts de production. Le reste est absorbé par les taxes, à chaque nouvelle mesure politique. Et cette partie-là a énormément augmenté. Et du coup, les consommateurs sont très mécontents de leur facture d'électricité. 10 jours plus tard, le nouveau président de la Commission est désigné. C'est le luxembourgeois Jean-Claude Juncker. Il doit encore nommer ses commissaires. Et c'est un outsider qui brigue le poste de commissaire à l'énergie et au changement climatique. Miguel Cañete, un Espagnol. Cañete est peut-être un outsider pour l'Europe, mais pas pour les géants de l'énergie. Il a présidé 2 compagnies pétrolières espagnoles, Petrologis Canarias et Petrolífera Dúcar. Et ça n'a pas échappé aux europarlementaires qui l'auditionnent en octobre 2014. Étant donné votre passé au sein des compagnies pétrolières, monsieur, vous n'avez pas l'air d'être le meilleur candidat. Il n'y a qu'une manière de convaincre mon groupe que vous êtes à la hauteur. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes en faveur des énergies renouvelables? Je vais essayer de vous convaincre. Je crois que j'ai un moyen de vous convaincre très simple. Quand je n'étais pas encore commissaire, j'étais ministre de l'Environnement en Espagne. Là, je ne soutenais pas le pétrole, je soutenais les renouvelables. Je soutenais une politique environnementale ambitieuse. L'audition préalable du candidat Cañete se transforme en procès. Cela n'empêche pas Miguel Cañete d'être appointé comme commissaire à l'énergie quelques jours plus tard. Le lobby des énergéticiens aurait-il eu gain de cause? En apparence, l'Europe lui résiste. En mars 2015, la Commission européenne crée les rencontres Energy Union pour débattre de l'épineux problème du marché commun de l'énergie dans l'Union. La première réunion est consacrée à la place des énergies renouvelables. Sur l'estrade, le commissaire à l'énergie Miguel Cañete ne semble pas être revenu sur ses convictions profondes, plutôt en faveur des énergies fossiles. C'est évident que pendant un temps, et jusqu'à ce que la part des renouvelables augmente, les énergies fossiles doivent conserver leur place. Mais la progression, la tendance, va vers une croissance verte. Précisément, en ce moment, se développent les techniques de captage du dioxyde de carbone qui peuvent permettre l'utilisation du charbon. Les centrales sont plus propres et moins émettrices de CO2. Il existe de nouvelles technologies qui permettent d'utiliser un combustible comme le charbon, mais avec le moins d'émissions possibles de CO2. À la sortie de cette journée de réflexion, plusieurs membres du public expriment quelques doutes sur le contenu des débats. Leur objectif, c'est de garder aussi longtemps que possible en vie leur vieille centrale nucléaire, leur vieille centrale à charbon et certaines centrales à gaz. Donc, ils ont un énorme intérêt, un énorme appât financier de garder toutes les vieilles centrales aussi longtemps que possible parce que c'est sur elles qu'elles gagnent le plus d'argent. Résultat, sur les 3 objectifs prévus pour 2020, l'Europe a décidé en 2015 de n'en garder qu'un seul, la réduction du gaz à effet de serre. Cette révision à la baisse a été l'une des premières décisions validées par le commissaire à l'énergie, Miguel Cañete. Il existe en Europe un pays que le grand chambardement de la libéralisation semble n'avoir pas vraiment atteint, la France. C'est le seul pays d'Europe à avoir réussi à conserver son monopole EDF. Aujourd'hui, ce monopole commence à générer quelques tensions. Elles sont déjà visibles sur l'île de Sein, une île française de 120 habitants. La prise de conscience a eu lieu après une grosse tempête,
assez violente. C'était en 2008. On a vu la mer monter et commencer à attaquer l'île d'une façon qu'on n'avait jamais vue, que les anciens n'avaient jamais vue. Quand on entend les scientifiques depuis des décennies nous dire que c'est l'effet de CO2 dans l'atmosphère qui réchauffe le climat, on s'est dit, nous, à notre niveau, on peut faire quelque chose. Ici, à l'île de Sein, on consomme 420 000 litres de gasoil par an. Et donc, c'est là qu'ils nous ont dit, nous, on va essayer à notre niveau de faire de notre île un exemple de transition énergétique, d'aller vers des énergies renouvelables, parce qu'on est bombardé d'énergie ici. On a tout, quoi. On a tout fonctionnerait, là. On a les grandes marées, on a le soleil et on a du vent. Et il n'en faut pas beaucoup sur une petite île. Pour mettre en place leur propre révolution verte, les Sénois ont fait appel à un ingénieur qui a été l'un des premiers en France à développer des coopératives locales pour produire des énergies renouvelables. Le prix de revient du fuel, du kilowattheure produit à partir de ce fuel, on estime à au moins 50 centimes. Personne ne dit, mais aujourd'hui EDF ne contredit pas ces chiffres, donc c'est au moins 50 centimes du kilowattheure. Et il est revendu, comme sur le continent, avec le même tarif, autour de 5 centimes du kilowattheure. Donc il y a une grosse différence, 45 centimes par kilowattheure. Ben ça, c'est tous les Français qui consomment de l'électricité qui payent de leur poche. En d'autres termes, l'électricité produite au fioul sur l'île de Sein coûte 10 fois plus cher que le courant produit en métropole. Depuis l'après-guerre, le système français s'appuie sur un principe de solidarité. Les usagers non raccordés au réseau du service public EDF payent le même prix que ceux qui sont desservis par le réseau métropolitain. Et la différence de coût est payée par tous les Français. Moins 450 000 €. Et pour l'ensemble des îles, c'est 1,7 milliard par an. 2014, 1,7 milliard ont servi à acheter du fuel et du charbon par EDF sur l'ensemble de ces îles. Et donc l'idée, aujourd'hui EDF, quand on leur demande on veut mettre du renouvelable, ils disent non, c'est pas possible. Alors ils utilisent leur position de monopole en disant on gère le réseau, donc on décide que du renouvelable, vous n'en mettrez pas. Il est temps de changer les choses, parce qu'on sait que c'est possible. Non seulement ce sera plus propre, et en plus c'est moins cher. Alors qu'est-ce qu'on attend ? À l'origine, pourtant, la création du monopole EDF répondait à un besoin précis des citoyens et des entreprises françaises. Au premier choc pétrolier, donc la France a lancé le programme électronucléaire pour faire face tout simplement à la pression extérieure. Il fallait à l'époque être indépendant sur le plan énergétique, pour la bonne raison, c'est qu'en France, on n'a pas de pétrole. Donc on a eu des idées, du moins, je ne sais pas si c'était une bonne idée. Force est de constater qu'économiquement, ça a été, semble-t-il, une bonne idée. Mais quand l'Europe décide de libéraliser, la France est sommée de suivre le mouvement, de rendre son marché plus ouvert, plus transparent. EDF décide d'ouvrir 15% de son capital en 1999, petite concession à l'Union de l'énergie. Mais cette marche vers l'ouverture va pousser EDF à prendre des décisions plus que discutables. Donc on décide d'ouvrir EDF à la concurrence, enfin tout au moins de privatiser partiellement EDF. Il faut rendre la mariée attrayante, donc il y a deux décisions qui sont prises sur lesquelles je ne m'étendrai pas. La première, c'est de décider que les centrales vivront 40 ans en termes comptables, ce qui évidemment rend la présentation des comptes beaucoup plus sympathique, et de régler la question des retraites pour qu'elle ne soit pas à la charge d'EDF. Ça fait donc une société qui devient beaucoup plus attrayante et qui donc va pouvoir avoir des rêves de grandeur. J'allais employer un vilain mot, mégalomane. Dès 2002, la Cour des comptes s'inquiète d'une politique d'investissement d'EDF à l'étranger frénétique. EDF a vécu de 1998 à 2002 une phase de croissance intense à l'étranger. Elle doit dorénavant consolider son activité internationale et impérativement dégager la rentabilité correspondant aux capitaux qu'elle a engagés et indispensable à son développement futur. À partir du moment où vous avez investi à l'étranger, vous avez investi parce que vous avez des moyens financiers. Les moyens financiers, vous les aviez parce que vous avez des clients en France, d'une certaine manière.
Mais une fois que vous avez investi et que vous dites, OK, on a investi à l'étranger, à un moment, on investissait peu en France. Et qu'à un moment ou à un autre, on se dit en France, on a peu investi pendant longtemps, il faut réinvestir en France. Et là, la question se pose, comment est-ce qu'on finance ce réinvestissement ? Et logiquement, on devrait se dire, on a investi à l'étranger, on désinvestit à l'étranger pour réinvestir en France. Mais ce n'est pas comme ça que les gens ont raisonné. Les gens ont dit, non, il faut réinvestir en France, il faut remonter les tarifs en France. C'est comme ça que le raisonnement a été fait. En 2005, EDF entre en bourse. D'après la loi, l'État doit rester actionnaire à plus de 70%. Nous avons décidé d'aller au-delà de ce seuil de garantie. À partir de ce moment-là, c'est un changement culturel très important au sein de l'entreprise. Parce qu'elle doit non seulement dialoguer avec l'État, parfois avec les consommateurs, mais elle doit aussi dialoguer avec les marchés financiers. La schizophrénie, c'est l'État qui oscille en permanence entre deux positions. La première, c'est la défense du consommateur. Ce qu'il a en responsabilité et ce qu'il essaie de faire. Ça a été, par exemple, les choix de limiter les augmentations tarifaires. Et la deuxième, c'est l'intérêt qu'il y a de remplir les caisses de l'État, surtout en cette période, où effectivement il ne peut pas être complètement désintéressé par des marges importantes de l'entreprise EDF. C'est justement sur ces marges que porte le second coup de semonce de la Cour des comptes. Rendu en février 2013, le nouveau rapport pointe l'insuffisance des investissements réalisés par EDF et ses filiales pour l'entretien des réseaux électriques. Ce qu'on oublie de dire quand on dit qu'il faut investir pour la sécurité, c'est qu'on n'a rien fichu pendant 20 ans et que par conséquent, nos centrales, comme le réseau du reste, sont dans un état qui n'est pas bon, pour ne pas dire davantage, et que oui, les investissements à faire sont absolument colossaux. Au moment même où la Cour des comptes rend son rapport, une commission parlementaire est chargée d'étudier les vrais coûts du nucléaire français. En ce jour de juin 2014, les membres de la commission révèlent les conclusions d'une année et demie d'enquête. EDF aurait sous-estimé le coût de l'entretien des centrales, le fameux grand carénage, mais aussi celui de la prolongation de leur durée de vie. Est-ce qu'on continue à investir sur ces vieilles centrales pour pouvoir les prolonger? Et ça coûte très cher. Est-ce qu'on les remplace par des centrales nouvelles? Et ça coûte très cher aussi. Ou est-ce qu'on décide de remplacer ce nucléaire par des énergies renouvelables? Et là, ça coûte aussi de l'argent. Donc dans tous les cas, le fait qu'on ait sous-investi pendant des années a donné le sentiment qu'on allait vivre éternellement sur ce parc nucléaire qui avait été construit dans les années 70 éternellement, et pas du tout. De fait, aujourd'hui, on a un vrai problème parce qu'il faut réinvestir fortement dans le système électrique, dans les installations et dans les réseaux. Et donc, les choix qu'on doit faire vont créer un mur d'investissement. Aujourd'hui, on estime qu'il faut investir à peu près 300 milliards d'euros dans les productions d'électricité et les réseaux, quels que soient un peu les choix. Ce qu'on fait avec ce texte, c'est que justement, sans avoir de parti pris religieux sur le sujet, on est sur un chemin où il faut qu'on économise au maximum, parce que c'est la clé, c'est celle-là, qu'on consomme le moins possible, qu'on fasse monter en puissance plus que ça n'est le cas encore les énergies renouvelables, sans pouvoir se passer du nucléaire tout de suite. Le nucléaire n'a pas vocation à être éternel, puisque c'est pas une énergie renouvelable. Mais en tout état de cause, on ne saurait pas trouver le chemin aujourd'hui pour dire on arrête ce qui produit 75% de notre électricité et on passe à autre chose. On voit bien nos voisins, ils passent à autre chose, oui, mais ils passent à autre chose en polluant significativement la planète. Par-delà les discours officiels, entre les deux députés, le désaccord règne. Pour le rapporteur de la commission d'enquête Denis Baupin, le mur d'investissement destiné à prolonger le nucléaire risque d'être considérable. Pour le président de la commission d'enquête, se passer du nucléaire est inenvisageable dans l'immédiat. En juillet 2015, François Brottes a été confirmé à son poste de directeur de la RTE, qui dépend d'EDF. La question, est-ce que l'argent qui est destiné au grand carénage a été, on va dire, donné au profit? Oui, je suis de ceux qui le pensent, effectivement. Ouais. Je crois que le rôle d'un grand énergéticien, quand il est public, c'est d'assurer la sécurité d'approvisionnement et donc d'assurer les investissements nécessaires à cette sécurité d'approvisionnement. Et donc, tout l'argent que vous donnez en dividendes, c'est clair, ils ne seront pas là pour assurer ces investissements. Donc, j'ai plutôt de mauvaises nouvelles. Les prix de l'énergie vont effectivement augmenter.
1994, il y a 20 ans, le dogme libéral de la religion économique de Madame Thatcher a produit un Big Bang énergétique. Il devait aboutir à la création d'un monde nouveau. Le Big Bang a eu lieu, mais il n'a pas tenu ses promesses. Rétrospectivement, la libéralisation était-elle une bonne idée? L'Europe de l'énergie, telle qu'elle a été construite jusqu'ici et telle qu'elle est vécue par certains, n'a certainement pas été une bonne chose pour notre pays. Et sans doute d'ailleurs pour beaucoup de consommateurs européens. On harmonise les conditions de la concurrence alors même que les politiques économiques et des politiques énergétiques et les situations énergétiques sont très différentes entre les différents pays européens. Donc on met une solution qui est la même pour tous alors que les conditions sous-jacentes sont extrêmement différentes d'un pays à l'autre. Ce qui est incompatible avec la libéralisation, c'est la déréglementation, car elle donne les pleins pouvoirs aux puissants. Tandis que si on libéralise et en même temps on réglemente, alors on garantit la concurrence. Le problème que nous avons ici, c'est qu'il n'y a pas eu de libéralisation. Nous avons abandonné le pouvoir aux monopoles. L'espoir d'un grand bond en avant entre le fossile et le renouvelable s'est transformé, paradoxe, en un grand écart. Dans 20 ans, que se passera-t-il? Est-ce qu'on continuera à raser des villages entiers pour ne laisser que des trous noirs de charbon? Est-ce qu'on continuera à se demander s'il faut réparer ou détruire des centrales nucléaires en attendant le prochain Fukushima? Est-ce qu'on verra des producteurs de solaire innovants mais ruinés parce qu'ils ont écouté leur gouvernement? Est-ce qu'on sera toujours contraint d'assister impuissant à l'agonie des oubliés de la libéralisation, condamnés à mourir de froid? Dans une génération, fera-t-on les mêmes erreurs? Ou l'Europe du futur aura-t-elle enfin l'intelligence de tenir toutes ses promesses?